thème d'aujourd'hui, le thème des territoires ou l'État non reconnu, le thème qui est devenu beaucoup plus actuel et plus important pendant les années passées, notre institut a envoyé quelques missions de 4 ou 5 personnes au Kosovo, en Bosnie, en Abkhazie, dans le Haut-Karabakh et Transnistrie. On a produit les rapports. Nous avons nommé ces missions si elles étaient touchées les élections, pas mission d'observation, mais mission d'étude et d'analyse. Tous les cas sont différents, différentes circonstances politiques, géopolitiques, différents stages des relations internationales. La position des puissances est différente, etc. Nous sommes honorés de vous présenter notre collègue, notre expert sur les territoires non reconnus, M. Maurice Bonneau, qui a effectué quelques missions dans ces territoires en ce qui concerne Karabakh, l'Abkhazie, le Sétie-de-Jus et Transnistrie. Exactement. État de facto, c'est un état de fait. Le sens de cette locution s'oppose à celle de état de jure, qui signifie en droit ou de droit. Alors, où reconnaître le fait? Eh bien, j'irai à l'article 1 de la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États, signée en 1933 lors de la Conférence internationale des États américains. 4 principes doivent, selon ce texte, être respectés pour qu'il y ait un état de fait. Être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d'un gouvernement, être apte à entrer en relation avec les autres États. Où rechercher le droit? Ce qui manque le plus souvent à l'état de facto, c'est la reconnaissance d'État. Alors, il y a une définition de la reconnaissance qui avait été en fait établie en 1936 par un institut de droit international à Bruxelles qui disait « La reconnaissance d'un État nouveau est l'acte libre par lequel un ou plusieurs États constatent l'existence sur un territoire déterminé d'une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre État existant, capable d'observer les prescriptions de droit international et manifeste en conséquence leur volonté de le considérer comme membre de la communauté internationale. » Il y a eu dans l'histoire de nombreux cas. Les États-Unis d'Amérique, indépendants en 1776, n'ont été reconnus par la France que 2 ans plus tard, 5 ans plus tard par la Grande-Bretagne. L'URSS n'a été reconnue par la France qu'en 1924, les États-Unis en 1933. Le Saint-Siège et Israël ne normalisent leur rapport qu'en décembre 1993, soit plus d'un demi-siècle après l'accession de l'État d'Israël aux Nations Unies. Si la reconnaissance est un acte libre et discrétionnaire, il apparaît inadmissible que ce dernier transgresse une norme impérative du droit international. Et là, on va en fait essentiellement parler du non-recours à la force, puisque la Charte des Nations Unies stipule dans son article 2, paragraphe 4, que les membres de l'organisation s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale, et c'est là que c'est important, de l'indépendance politique de tout État. Comme face à cela, face au principe donc du non-recours à la force et d'intégrité territoriale, on trouve le principe d'autodétermination. Un principe qui, je dirais, ces temps derniers, a un certain vent en poupe, si je peux dire. Le XXe siècle a connu une augmentation très rapide du nombre d'États. De 53 en 1914, on en est passé à 77 en 1932. En 1945, le chiffre a diminué pour réaugmenter à nouveau, et nous sommes aujourd'hui, donc il existe 197 États reconnus par l'ONU. Un certain nombre de territoires considérés comme États illégitimes au regard du droit international, mais existant bel et bien sur le terrain, et j'ai eu l'occasion d'y aller voir, peuvent être répartis en 3 catégories.
Le Kosovo, reconnu par 108 pays au début de 1914, la République arabe sahraoui démocratique par 32 pays, Taïwan, ou République de Chine, avec 23 États, l'Abkhazie, reconnue par 6 pays, Fédération de Russie, Venezuela, Nicaragua, Nauru, Tuvalu et Vanuatu, l'Ossétie du Sud par les mêmes 6 pays, la République moldave de Transnistrie, reconnue par 3 États non membres de l'ONU, à savoir Abkhazie, Ossétie du Sud et Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh reconnu par l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et la Transnistrie. Il existe également des pays autoproclamés indépendants, mais sans plus de reconnaissance que celle d'un autre État. Par exemple, la République turque de Chypre Nord, reconnue par la seule Turquie. L'Azad Cachemire, considéré par le Pakistan comme un État souverain. On parle d'État reconnu, d'État de facto. Je préfère moi-même l'acception de de facto plutôt que non reconnu, parce que ça veut dire que personne ne les reconnaît. Mais souvent, ils peuvent très bien ne pas être reconnus du tout, ou alors par une partie. Je citerai par exemple le cas de la Palestine, qui est en fait reconnue au niveau des Nations Unies par 138 États, alors que la Transnistrie n'est reconnue par aucun État. Donc je préfère parler d'État de facto. À quoi doivent faire face les États de facto? Eh bien, ils doivent faire face à de nombreux défis. Mettre sur pied et renforcer un État fonctionnel, à l'instar du nombre des États nationaux. Après le plus souvent une période de post-conflit, recueillir l'approbation d'une majorité de la population par l'appel à un référendum entérinant la séparation d'avec l'État métropole. Par exemple, le référendum abkhaze de 1994, le référendum tenu au Soudan du Sud en 2011, la conférence de Borama, qui, en 1993, réunit 50 représentants de l'ensemble des communautés somalies de l'ancienne Somalie britannique et qui pose les bases d'une nouvelle constitution adoptée en 2001 par référendum populaire. Il s'agit également de mettre en place des attributs symboliques de la souveraineté, comme un texte constitutif, un drapeau, un hymne national, l'élection du chef de l'État et d'institutions représentatives, une banque centrale et une monnaie, comme en Transnistrie ou au Somaliland, une armée et une police, des gardes frontières, des services de santé et d'éducation, une collecte des impôts, un ombudsman et autres dispositions permettant d'échapper à la qualification qu'on leur donne souvent de trou noir, ou mieux de zone grise, pour se rapprocher du statut d'État souverain apte à revendiquer la reconnaissance internationale. Les organisations régionales ont souvent émis vis-à-vis des États de facto des attitudes quelque peu équivoques. La CEI a décrété un embargo à l'encontre de l'Abkhazie jusqu'en 2008. Au Nagorno-Karabakh, la présence de l'OSCE sur le terrain est dérisoire et les avancées du groupe de Minsk sont vraiment minimes. Sur le continent africain, l'OUA, l'unité africaine, n'ont que peu contribué à la solution des problèmes posés par la naissance d'États de facto, le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation étant sans cesse réaffirmé, l'institution panafricaine se résignant cependant à accepter dans ses rangs deux nouveaux États, l'Érythrée et le Soudan du Sud. Donc, recherche de solutions. Eh bien, je vais citer à nouveau Scott Pegg, dans un ouvrage en 1998, relevait 3 réponses principales de la société internationale face au problème des États de facto. Soit une opposition franche par le recours à des sanctions et une levée d'embargo, position dure, ou alors une ignorance délibérée et l'absence de tout rapport. Et alors, une troisième, l'acceptation limitée et la reconnaissance de leur présence. On a tenté d'éradiquer complètement l'identité palestinienne de la terre de Palestine. D'ailleurs, dans les années 50, après la déclaration d'indépendance israélienne, après la résolution des Nations Unies 181 pour diviser la Palestine en 2 parties, un État, l'État d'Israël, l'État de Palestine,
Ben Gurion, le premier ministre israélien, il a dit « Ne vous inquiétez pas, les parents, ils vont mourir et les enfants, ils vont oublier. » Ça veut dire les questions d'identité palestinienne, il va être complètement oublié. Après Ben Gurion, il y avait Golda Meir qui a dit le peuple palestinien n'a jamais existé dans l'histoire. Ils ne sont que des bédouins qui sont déplacés de partout et sont en passage sur cette terre. Alors, ils ont développé vraiment une stratégie de négation de l'existence historique, culturelle, physique, civilisationnelle des peuples palestiniens. Le peuple palestinien, c'est un croisement d'un ensemble de civilisations. Nous sommes un petit peuple. Nous avons un potentiel humain extrêmement important. On a croisé toutes les religions, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans. On a croisé toutes les civilisations du monde parce que tout était en passage en Palestine. Il y a un sort de croisement unique dans le monde sur la terre de Palestine. On a une langue arabe, on a une culture. Toute notre archive a été détruite pour effacer notre histoire après la guerre des 1947. Tout le monde s'étonne pourquoi les Palestiniens ils ont réagi négativement sur les demandes britanniques sur les promesses de Balfour de remplacer notre peuple par un autre peuple ou de diviser nos maisons. Imaginez-vous que je viens chez vous, à la maison, vous êtes les petits enfants de vos ancêtres, tout ça, vous possédez cette maison, je vous dis au côté, cette maison, elle ne vous appartient pas. C'est à nous, il faut que vous sortez. On vous expulse de votre maison, on amène des étrangers pour nous aider, pour vous dire que vous n'avez jamais existé. J'aimerais bien savoir les réactions de n'importe qui dans le monde, s'il peut accepter une telle solution imposée de l'extérieur. C'était au service des ambitions des grandes puissances à l'époque. Et je ne vous cache pas, les grandes puissances, que ce soit de l'Est comme de l'Ouest, on a subi l'enfer, que ce soit en 1948, c'est-à-dire dans l'État d'Israël, et maintenant dans les territoires occupés en 1967. Notre quotidien, c'est un enfer, c'est-à-dire pour rendre notre vie impossible et pousser notre jeunesse à partir. Mais nos racines sur la terre de Palestine, elles étaient encore beaucoup plus fortes que cette stratégie d'éradication et de négation. Et maintenant, sur la terre de Palestine, malgré tous les massacres, malgré toutes les souffrances qui a duré jusqu'à maintenant presque 70 ans, il y a à peu près 5,5 millions de Palestiniens sur la terre de Palestine historique. Il y a 1,5 million en Israël, et il y a presque 4 millions en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza. Alors, vous avez parlé de reconnaissance d'un État, il faut un peuple. Le peuple, il est là. Le territoire est là aussi. Et le cadre juridique, parce qu'il faudrait aussi un cadre juridique, le cadre juridique, il est là, parce qu'il y a les droits et les lois internationales qui ont reconnu le droit à l'autodétermination des peuples palestiniens. Mais en même temps, on a fait un compromis historique pour tenter de développer certaines formes de solutions. Alors, quand on a déclaré l'indépendance de l'État de Palestine, on a dit la Palestine dans les territoires occupés par Israël en 1967. Et c'était un compromis historique et pénible pour l'ensemble des peuples palestiniens. Ce n'est pas facile comme si quelqu'un vient à votre maison et vous laisse les garages en bas, et vous dit, mais vous restez sous mon autorité. Vous ne bougez pas. C'est moi qui dois vous dire quand vous devez se déplacer, quand vous ne vous déplacez pas. Alors, on a accepté le rez-de-chaussée. Alors là, même le rez-de-chaussée, il n'a pas été accepté ou reconnu par les Israéliens. Ils ont rejeté toutes les propositions, tout le compromis, parce que toute leur stratégie était basée sur la négation de mon existence. Ils ne veulent pas qu'un citoyen israélien voit que la Palestine existe, qu'il voit qu'un Palestinien existe. Pour eux, il faut présenter les Palestiniens comme des terroristes, comme des Bédouins, comme des gens sans culture.
comme si on était condamné à vivre réfugié à vie. Cette stratégie de négation, elle commence à s'effondrer à cause de cette résistance qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que nos souffrances quotidiennes, les souffrances de nos familles, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, je parie si vous pouvez vivre une semaine de conditions dans lesquelles nos familles, elles vivent, par exemple, à Gaza, en Cisjordanie, jusqu'à maintenant, à Gaza, le tiers de Gaza a été détruit en moins de 2 mois. Et il y a 11 000 blessés, il y a 3 000 enfants handicapés à vie, il y a 2 200 morts. Et il y a un enfant palestinien qui est assassiné tous les 3 jours depuis 2004 jusqu'à maintenant. Et personne n'en parle. En 1980, grâce ou à cause des propositions de la France, à Venise, la communauté européenne ou l'Union de l'Europe à l'époque a voté la reconnaissance des droits de l'autodétermination des peuples palestiniens. Imaginez-vous, depuis 1948 jusqu'en 1980, l'Europe n'a pas reconnu le droit de l'autodétermination au peuple palestinien. Maintenant, la situation en Palestine. Comme j'ai dit, il y a le peuple, il y a un territoire défini, il y a des institutions de l'État, et il y a des cadres juridiques. Et en ce moment, je remercie nos amis les députés à l'Assemblée nationale qui ont demandé ou s'adressé au gouvernement de reconnaître l'État de Palestine. Et ce n'est pas une résolution symbolique, à mon avis. Alors j'espère qu'on va finir avec l'occupation le plus vite possible. Et je vous inviterai de venir dans l'État palestinien indépendant. Comme ça, vous pouvez voir toutes ces données positives. Je vous remercie. Говоря о Приднестровье, я бы хотел сказать, что в следующем году, 2 сентября... Le 2 septembre 2015, la Transnistrie fêtera ses 25 ans de la déclaration de son indépendance. Même si pour l'histoire ce n'est qu'un court instant, pour notre État, ces années représentent un long chemin qui inclut la genèse de l'idée d'indépendance, la lutte armée pour la défendre et la création de nos propres institutions gouvernementales. Néanmoins, nous sommes bien obligés de reconnaître que c'est justement le contexte géopolitique extérieur qui joue un rôle clé dans la détermination des menaces et des défis prioritaires auxquels Tiraspol est obligé de faire face. De même, la situation géographique de la République de Transnistrie entre la Moldavie et l'Ukraine nous rend extrêmement sensibles aux évolutions politiques de ces deux pays. Or, pour la première fois dans notre histoire, nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi systémique qui représente une menace considérable pour l'architecture étatique de la Transnistrie. Il s'agit de la réalisation de l'accord sur la création d'une zone de libre-échange approfondie entre l'UE et la Moldavie. Celui-ci pourrait avoir un impact négatif sur la République moldave de Transnistrie. À propos des menaces politiques à l'égard de la Moldavie, il faut soulever 3 objectifs stratégiques que l'Union européenne se donne avec cet accord. Premièrement, enlever à la Moldavie son statut de neutralité. Deuxièmement, entériner la langue roumaine dans la Constitution comme langue nationale au détriment de la langue moldave. Troisièmement, renforcer son partenariat avec l'OTAN. Or, nous pouvons poser la question suivante. Comment la situation en Moldavie est-elle liée à des menaces pour la Transnistrie? La réponse est évidente. L'abandon de la neutralité par la Moldavie est une menace pour la sécurité dans la région entière, c'est-à-dire pour l'opération de maintien de la paix entre la Moldavie et la Transnistrie. Ce n'est pas par hasard que le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, a déclaré le 20 octobre 2014 que si la Moldavie abandonnait sa neutralité, la Transnistrie, quant à elle, aurait le droit à sa pleine indépendance. La réalisation de l'accord entre la Moldavie et l'Union européenne est un défi majeur pour la Transnistrie, étant donné que depuis 2006, les entreprises transnistriennes sont obligées de se domicilier provisoirement et ensuite de manière définitive en Moldavie. Cette condition a été imposée par Chisinau et Kiev avec le soutien de l'Union européenne
à toutes nos entreprises qui travaillent sur le marché extérieur. Cette circonstance a exercé une influence sur l'économie de la Transnistrie à une telle échelle que, pour la première moitié de 2014, le taux des exportations totales des produits transnistriens vers les pays de l'Union européenne, la Moldavie et l'Ukraine était de 75%, dont 30% allaient vers l'Union européenne. Moins de 15% de la production transnistrienne a été exportée en Russie. Une telle croissance des exportations, surtout dans les pays de l'Union européenne, est devenue possible grâce au régime des préférences commerciales autonomes des entreprises. En guise de conclusion, j'aimerais bien souligner que sans l'aide de la Russie, tous nos efforts auront été vains. L'avenir de la Transnistrie ne se borne pas uniquement à la lutte pour l'obtention de la reconnaissance internationale, c'est également une lutte pour pouvoir vivre en union avec la Russie. Notre objectif est de conduire ce processus jusqu'à son aboutissement logique. Pourquoi la Somaliland a cherché la reconnaissance? Comment ça a été institué la Somalie? La Somalie, ça constitue, comme tout le monde connaît, il y a une étoile de la Somalie, il y a 5. Donc, ça représente quelque chose. Il y a Somalie britannique, que je représente, il y a Somalie italien, qui est actuellement ingérable, il y a Somalie de Djibouti, qui était côte française de Somalie, il y a Somalie de l'Éthiopie, qui était de l'Ogaden. D'ailleurs, qu'il y a une histoire de guerre entre l'Éthiopie et la Somalie. Et il y a le Kenya, du côté Wajer. C'est ça qui représente l'étoile de la Somalie. Donc, le premier sur 5 qui a eu l'indépendance, c'était la Somaliland. La Somaliland a été reconnue 35 pays. Le 1er juillet de 1960 a été unifié sans condition, parce qu'il y avait le nationalisme somalien et qui manquait encore de 3, celui de Djibouti, celui du Kenya, celui de l'Éthiopie. Donc sans condition, la Somaliland a accepté, sans charte, sans l'accord, les Somalies italiennes. Donc, dès le 1961, le Somaliland a constaté qu'ils ont fait une erreur de renier avec les Somalies du Sud. Parce que, déjà, la répartition des tâches, pour une année, pour 12 mois, la répartition des tâches n'était pas équilibrée. A été pris par 70% Somalie britannique italienne. Et ainsi de suite, comme on n'a pas de temps, c'est juste que je vous donne une preuve pour connaître c'est quoi la Somaliland. Le premier constat, c'était l'indépendance de Djibouti en 1977. C'est ça que la Somaliland a cru qu'il n'y aura pas l'étoile de la Somalie. Après, il y avait une élection libre, parce que d'abord on fait un référendum, 99% de la population somalilandaise a décidé de séparer la Somalie. Après la Constitution, donc de 91 jusqu'à présent, il y avait 4 présidents. Le président actuel a élu démocratiquement, les présidents anciens acceptés. Donc jusqu'à présent, on a la police, on a le tribunal, on a l'armée, on a la monnaie, on a le passeport, on a les frontières, on a les constitutions, mais on est toujours bloqué. Et si vous me posez la question maintenant, je ne sais pas. Parce qu'on a fait tout pour avoir un État. À partir du moment où on fait des recherches, on se rend compte très rapidement que le Haut-Karabakh
depuis des temps anciens, a fait partie de la Grande Arménie, et donc c'est un territoire arménien historiquement. Mais le Haut-Karabakh, la République en tant que telle, a proclamé son indépendance en 1991. Et cette indépendance a été proclamée vis-à-vis, non pas de l'Arménie, mais de l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce qu'au début des années 20, le Haut-Karabakh a été incorporé, contre la volonté de sa population, à l'Azerbaïdjan devenu soviétique. Et le Haut-Karabakh est l'Azerbaïdjan. En 1991, quand le Haut-Karabakh proclame son indépendance, ce n'est pas parce que l'indépendance est une belle notion, ce n'est pas parce que nous sommes très épris de liberté, etc., mais parce qu'il y a un problème majeur, et ça ne date pas de 1991 seulement, il y a un problème de discrimination. Depuis l'incorporation du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan soviétique, début des années 1920, il y a une discrimination mise en place par les autorités azerbaïdjanaises soviétiques. Et cela donne des résultats parce que la conséquence est que cette région commence à se dépeupler de sa partie, de son élément arménien. C'est-à-dire si dans les archives on voit le pourcentage des Arméniens, 99% avant l'incorporation à l'Azerbaïdjan, en 1988, c'est chuté à 75%, l'élément arménien. Donc, il y a un problème de discrimination, il y a un problème de sécurité. Ce problème de sécurité s'accentue davantage dès ce début de désintégration de l'Union soviétique, parce qu'à répétition, il y a des pogroms anti-arméniens en Azerbaïdjan, Sumgait, etc., ce qui renforce les Arméniens dans leur décision de se séparer de l'Azerbaïdjan, parce que dans cette séparation, ils voyaient la possibilité de garantir leur sécurité physique. Donc, indépendance, parce qu'il y a un problème de sécurité, parce qu'il y a un problème de discrimination. Aujourd'hui, le Haut-Karabakh correspond parfaitement à la description des États de facto, et le Haut-Karabakh n'est pas reconnu comme cela a été souligné. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des négociations. La communauté internationale nous explique que nous n'allons pas reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh parce que le mot d'ordre, c'est la paix. La reconnaissance de la République du Haut-Karabakh par la communauté internationale pourrait éventuellement donner lieu à une nouvelle guerre entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan pourrait considérer cela comme une provocation et donc ne pas être d'accord. Donc à partir du moment où il y a ce risque d'une nouvelle guerre, on ne reconnaît pas l'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Donc nous sommes dans une logique non pas juridique, qui a raison, qui a tort, la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a un groupe de Minsk qui s'est constitué, dont a parlé M. Bono, qui représente la communauté internationale, aujourd'hui coprésidé par 3 pays, la France, les États-Unis et la Russie, donc 3 puissances mondiales, nous donnent cette explication. Nous comprenons parfaitement cette explication, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, nous avançons dans ce pas, et nous, en comprenant cette situation, qu'il vaut mieux une paix fragile et une non-reconnaissance pour l'instant, en tout cas une reconnaissance négociée, ou en tout cas voilà, une paix négociée, une reconnaissance imposée dont la conséquence serait la guerre. Et c'est toute la logique du droit international, si vous voulez, parce que le droit international très souvent ne cherche pas à donner tort ou raison à tel ou tel protagoniste, mais avant tout de garantir la paix, l'ordre mondial dans les relations internationales. C'est logique, c'est comme ça. Et donc, nous tous, nous avons besoin d'une paix dans toutes les régions parce que, au fondement, il doit y avoir une paix pour le développement et pour l'évolution de toutes les sociétés. Tout à l'heure, Madame la Présidente a parlé d'une loi qui s'appelait loi du 3 avril 1990 et qui était une loi soviétique. Vous savez, on a l'impression que bon nombre de ces États qui sont issus, qui sont post-soviétiques, ont été formés ou résultent de la désintégration de l'Union soviétique. C'est vrai pour certains, c'est moins vrai pour les autres. Parce qu'avant la désintégration de l'Union soviétique,
il y a eu un certain nombre de sociétés ou d'États qui sont devenus acteurs de leur propre destin, qui ont proclamé leur indépendance avant la désintégration de l'Union soviétique. L'Union soviétique a cessé d'exister le 31 décembre 1991. Mais bon nombre d'États ont été proclamés avant cette disparition de l'Union soviétique, donc sont devenus acteurs. L'Azerbaïdjan a déclaré son indépendance, par exemple, proclamé son indépendance le 30 août 1991. En se basant sur cette même loi qui donnait le droit à toute minorité ethnique ou région ou république autonome faisant partie d'une république fédérale, et le Haut-Karabakh était une région autonome au sein de l'Azerbaïdjan pendant l'époque soviétique. 2 jours après cette proclamation de l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh a proclamé à son tour son indépendance. Parce que la loi soviétique, alors en vigueur, parce que l'Union soviétique existait encore, le permettait. 3 mois plus tard, des efforts ont été faits pour qu'un référendum soit organisé, et le résultat de ce référendum, sans que l'élément azerbaïdjanais participe à ce référendum, parce que les Azerbaïdjanais ont boycotté le référendum. Donc, à 99%, le oui a remporté. Mais je vous rappelle que les Azerbaïdjanais qui étaient 25% de la population totale du Haut-Karabakh, n'ont pas voulu participer à ce référendum. Aussi paradoxal cela paraisse, l'Arménie, qui est un pays allié du Haut-Karabakh, mais sans faille, c'est un soutien infaillible que l'Arménie nous accorde. Dès le début de l'indépendance, cette même Arménie ne reconnaît pas le Haut-Karabakh. Pourquoi? Parce que l'Arménie souscrit à la même logique que la communauté internationale nous avance, c'est-à-dire essayons de régler le problème par négociation. Ne donnons pas droit à aucun risque ou éventualité d'une reprise de la guerre. Pour l'instant, cette logique est acceptée par nous. Est-ce que cela peut durer? Je pense que c'est néfaste dans le temps. À moyen terme, à long terme, ça peut être néfaste. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de non-reconnaissance, il y a des tentatives d'isolement. À partir du moment que ce soit le Haut-Karabakh ou quelle que soit l'entité, quand vous isolez d'une scène internationale, de la scène internationale, quand vous ne voulez pas parler, quand vous ignorez, quand vous niez, d'abord cette entité, en l'occurrence le Haut-Karabakh, pourrait devenir très radicale dans ses revendications, parce que coupé du monde, donc isolé, et donc pas très terre-à-terre avec la réalité. Et ce n'est pas toujours bénéfique pour la paix régionale, à partir du moment où on a des revendications très radicales. Et d'autre part, la non-reconnaissance, l'isolement, l'ignorance ne favorisent pas la paix non plus, dans le sens où, si vous voulez rechercher une paix, il faut discuter, il faut dialoguer. Il n'y a pas d'alternative. Et pour dialoguer, il faut tenir compte, il faut reconnaître l'autre, il faut reconnaître l'existence de l'autre. C'est qu'à partir de là, vous pouvez avancer si votre objectif est la paix. C'est la raison pour laquelle je crois qu'aujourd'hui, encore, au bout de 23 ans, cette situation est toujours acceptée parce qu'il y a cette volonté farouche, cette aspiration à la paix du peuple du Haut-Karabakh, mais à moyen, à long terme, je pense que cela ne peut pas durer. Et c'est dans ce contexte aussi que je voulais présenter mes félicitations pour cette résolution concernant la reconnaissance de l'État palestinien, parce qu'à un moment donné, même si, il est vrai, le droit international ne donne pas le droit à des médiateurs d'imposer quoi que ce soit aux protagonistes, mais la communauté internationale, à partir du moment où elle a la volonté de devenir acteur, ou en tout cas diriger, guider vers une paix, la communauté internationale peut le faire. Et dans ce contexte, je salue vraiment cette dernière décision du Parlement français concernant la reconnaissance de l'État palestinien. Voilà. Et avec plaisir, j'essaierai, comme mon collègue, de répondre à vos questions.